Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans votre cours de principe de management. Au cours donc, de cette séance, nous allons étudier ensemble la deuxième partie concernant le chapitre management et conduite changement. Nous allons donc étudier les parties des acteurs de conduite changement, qu'est-ce que c'est que la résistance, le rôle du manager dans le changement, les différents types de changement, le management du changement et de l'innovation. Et nous allons clôturer ce chapitre par l'étude de l'importance de la communication dans la conduite changement. Alors, avant de commencer la partie acteurs et résistance, donc je vais faire un petit récap sur ce que nous avons vu dans la première partie de ce chapitre. Donc, nous avons vu ensemble l'importance de la conduite changement dans l'entreprise parce que le changement, il est inévitable de nos jours. Nous avons vu que le changement, c'est le fait de passer d'un état habituel, connu, d'accord, à un état donc futur concernant des améliorations, des évolutions qui est inconnu. Et nous avons vu ensemble les différents modèles de changement, à savoir donc le modèle de Kurt Lewin et le modèle de Kotter. Et nous avons vu ensemble la courbe de comportement des, des employés face à un changement. Et nous avons vu ensemble aussi les causes du changement. Alors, on commence tout d'abord par comprendre quels sont les acteurs de la conduite de changement. Premièrement, on trouve la direction générale qui va définir les orientations et les stratégies et la vision du changement. C'est elle qui va s'assurer de la cohérence du processus de changement avec la vision et c'est elle qui va engager dans le changement. C'est elle qui va augmenter l'implication du personnel dans le processus du changement et c'est elle qui va essayer donc de diminuer la résistance. Deuxième acteur, on trouve l'équipe qui va faciliter le changement. Donc, euh, le fait de faciliter le processus de déroulement du changement, on va essayer d'apaiser les émotions et les comportements négatifs. Rappelez-vous toujours la courbe de comportement. Donc, nous avons vu ensemble quels sont les différents sentiments qui vont émerger suite à le fait d'énoncer que ce changement, il est inévitable et que en tant qu'entreprise, en tant qu'employé, nous devons adopter de nouveaux comportements. Donc, il y a le choc, il y a le déni, il y a donc la peur, il y a la tristesse et la dépression. Donc, ici, cette équipe de facilitation de changement, elle va essayer d'apaiser ces sentiments-là. Elle a un profil de responsable, donc une personne ayant de l'expérience plus de 10 ans qui a donc des connaissances des différentes fonctions au sein de l'entreprise et qui a aussi donc euh, disons, une, une large base d'alliés dans cette entreprise. Le profil donc des membres peut être donc comme suit, le fait d'avoir des personnes qui ont donc de fortes qualités humaines et des compétences qui sont liées au métier de l'entreprise. On passe à l'équipe de compétences qui a un rôle donc ici de concevoir les solutions à mettre en œuvre par l'axe d'amélioration et à assurer le suivi de leur mise en œuvre. Le profil du responsable, il doit avoir une position hiérarchique élevée et il doit avoir aussi une crédibilité importante dans l'ensemble de l'entreprise et il va être épaulé par l'équipe de facilitation du changement. Il va choisir les ressources nécessaires pour l'équipe et valider pour avoir la validation des propositions par la comité de
pilotage. Le facilitateur, donc, doit être ici un coach des membres. Il doit apporter les moyens et les méthodes. Et il doit aussi définir et assurer l'interface entre l'équipe et le reste de l'entreprise. Les profils membres de l'équipe de compétences, ils doivent avoir des connaissances qui sont relatives à l'axe d'amélioration qui est étudié. Donc ici, l'axe de changement. Qu'est-ce que nous allons changer dans cette entreprise et les profils de compétences doivent avoir des connaissances sur cet axe que nous allons lui apporter des modifications et des changements. Ensuite, on trouve l'équipe support qui a un rôle donc de soutenir l'action des équipes de compétences. Ces équipes sont composées des équipes de résultats économiques qui vont évaluer donc l'impact financier des solutions élaborées et ils vont concevoir et mettre en œuvre les indicateurs de gestion qui vont permettre de suivre la matérialisation des résultats économiques. On trouve dans l'équipe support aussi l'équipe de communication. C'est elle qui va communiquer la problématique qui a déclenché le changement et ses objectifs. Elle a aussi le rôle d'expliquer de façon contenue l'avancement sur ce projet de changement et elle va essayer de réduire les résistances donc face à ce changement-là. Et on trouve aussi dans l'équipe support l'équipe de formation qui va assurer la formation rendue nécessaire par la mise en œuvre de la vision. Donc ça, ce sont les différents acteurs de la conduite de changement. On passe maintenant à comprendre qu'est-ce que c'est que la résistance au changement. Donc, selon Michel Crozier, la résistance au changement est l'expression raisonnable et légitime des risques que comporte le changement pour les acteurs. Selon William Faulkner, un homme craint davantage ce qui pourrait donc lui arriver que les ennuis qu'il a déjà souffert. Il se crampe aux ennuis qu'il a déjà souffert plutôt que de risquer un changement. Donc ici, euh, ce que ces deux auteurs veulent expliquer, c'est que au premier lieu, il est, euh, il est légitime d'avoir peur euh, de perdre les acquis. Donc, les choses que l'employé ou le personnel, il possède déjà, donc en tant que connaissance, en tant que pouvoir dans cette entreprise. Et donc, il va se comporter de façon qui sont différentes face à un changement donc, qui est déjà annoncé. Et ici, donc, selon le deuxième auteur, on est en train d'expliquer que euh, par habitude, euh, par peur de souffrir plus, on va éviter et nous allons résister à des changements. On préfère souffrir des problèmes qui sont existants de cette situation actuelle au lieu de penser et de faire des risques et de, comment dirais-je, challenger d'autres, essayer d'autres méthodes peut-être ou transformer notre façon de faire nos activités professionnelles. Alors, la résistance au changement, elle peut se manifester de différentes façons. Selon Gérard-Dominique Carton, il existe 4 formes de résistance au changement en entreprise. La première forme, c'est l'inertie ou l'indifférence, où le collaborateur, il ne va pas protester et il ne va pas aussi participer à l'avancement du projet de changement. Donc, c'est comme si il y a une absence de réaction face à ce changement-là.
La deuxième forme, donc c'est l'argumentation. Le collaborateur ici, il va discuter des décisions prises, il va négocier et il va argumenter. Donc ici, le collaborateur, il va exprimer son opinion avec conviction. Il va aussi apporter apporter la forme productive et utile de résistance qui constitue la voie royale d'accès à l'intégration du changement. Donc ici, lorsqu'on a une forme de résistance d'argumentation, donc c'est comme si on est sur la bonne voie pour que ce collaborateur, il va s'intégrer, il va s'engager, il va s'adhérer dans ce processus. Donc, c'est un premier pas. Ensuite, la troisième forme, c'est la révolte. Si le collaborateur, il sent qu'il n'a pas d'autre recours, il pourra exprimer sa résistance en protestant activement. Donc, il aura recours aux actions syndicales, aux grèves et parfois, elle arrive même jusqu'à la démission. Donc, ici, il y a une révolte. Donc, c'est comme si il va s'exprimer, il va dire si vous voulez que je travaille avec mes anciennes méthodes, avec ce que je connais déjà, je vais rester. Sinon, donc, je vais me révolter et je vais donc peut-être démissionner de mon poste. D'accord? La quatrième forme, c'est le sabotage. Dans cette forme de résistance, l'individu, il va se mettre sous couvert d'acceptation du projet. Donc, euh, il va apparaître comme étant qu'il a déjà accepté le changement, mais il va euh, faire tout, ridiculiser le bien fondé de ce dernier dans le but de le faire échouer. Donc, à l'apparence, votre personnel et votre collaborateur, il est d'accord, mais donc en cachette, il va faire travailler à l'inverse et il va faire tout ce qui est possible pour faire échouer votre projet de changement. Ça, ce sont les formes de résistance au changement. Vous pouvez trouver donc là-dessus des exemples pour chaque forme. Maintenant, on va étudier quels sont les facteurs de résistance au changement. Premièrement, il existe des facteurs qui sont individuels. C'est le fait d'appréhender l'inconnu, donc la crainte de ne pas être à la hauteur et le fait de privilégier l'intérêt personnel sur l'intérêt collectif. Donc, moi, en tant qu'employé dans l'entreprise, ça m'arrange de toujours garder et préserver mon intérêt personnel que l'intérêt collectif. Donc, on a peur euh, de l'inconnu. Ensuite, on trouve le fait de révéler des pensées limitantes ou la peur de perdre ses avantages personnels. Donc ici, il y a une crainte de perdre les acquis personnels dans votre poste, par exemple. On est en train de remettre en question notre perception du monde du travail qui sont construites avec ce changement-là. Lorsque le changement arrive, et nous avons déjà en tête en tant qu'employé ou collaborateur, notre perception de notre travail et de notre évolution dans ce travail-là. Et lorsque le changement il arrive, il va remettre en question toute cette perception. D'accord? Ça, ce sont les facteurs individuels. Les facteurs collectifs et organisationnels, ils sont présents dans l'organisation, ils sont moins flexibles ou au sein des groupes les plus solidaires. Ils sont liés donc premièrement à la peur de perdre des acquis sociaux en tant que collectif. Là, il faut donc ils peuvent avoir donc la crainte de migrer vers un nouveau mode de fonctionnement et de management. Donc ici, euh, en tant que groupe, en tant que collectif, en tant qu'équipe, nous sommes
nous sommes habitués à travailler avec euh, une manière bien déterminée et on a peur que ce changement, il va impacter donc cette façon de travailler, il va nous apporter des modifications. Ce collectif, il est aussi inquiet de voir la cohésion du groupe touché par exemple, la délocalisation de certains services. Donc, euh, ce changement, il peut apporter la délocalisation des services ou donc euh, le fait que le collectif, ce groupe-là, on va détacher quelques membres et nous allons, par exemple, les réaffecter dans d'autres services peut-être ou euh, dans d'autres euh, dans d'autres pays où notre entreprise elle est implantée. Les troisièmes facteurs, ce sont des facteurs qui sont liés à l'agent de changement. Chaque changement, il a un agent qui va conduire ce changement, qui va manager ce changement-là. Cet agent, donc, qui conduit le changement, il va s'avérer quelquefois le motif de résistance. Lorsque le changement, il est perçu comme une querelle de pouvoir. Donc ici, cet agent de changement, euh, il va utiliser ce pouvoir-là pour peut-être euh, comme source d'autorité et de pouvoir. Donc ici, on va sentir, euh, c'est comme si il est le boss. Donc vous devez respecter et vous devez donc élaborer tout ce qu'il est en train donc, de vous donner comme ordre. Deuxièmement, on parle de la légitimité de l'agent du changement qui est remis en cause. Parfois, l'agent de changement, il peut être très jeune. Donc, on peut dire très jeune et les collaborateurs donc, qui sont plus âgés que lui et ils vont donc dire, mais disons que euh, cet agent de changement, il est trop jeune, comment il va réussir cette mission-là? Et est-ce que vraiment, réellement, il a donc les connaissances nécessaires pour nous guider, d'accord, et nous donner donc, soi-disant, les ficelles pour impliquer ce changement-là. Il peut être incompétent sur le sujet et il peut ne pas être imprégné par les valeurs de l'entreprise. On connaît que les valeurs de l'entreprise font partie de la culture de cette entreprise-là. Donc, si l'agent il n'est pas imprégné par ces valeurs, ça aussi donc peut causer une résistance au changement. Donc ici, le choix de l'agent de changement doit être très euh, donc pris avec soin, d'accord? Les facteurs liés au changement lui-même. Donc, le changement, il est perçu comme une perte de temps et d'énergie et les coûts qu'il va générer engendrant des protestations. Donc, si le changement, il va prendre de temps, il va prendre de l'énergie, il va donc, euh, comment dirais-je, engager des coûts euh, donc, qui vont être jugés par le personnel comme une perte. Donc, ce personnel, il va résister. Et aussi, lorsque le personnel ne comprend pas l'intérêt du changement. D'accord? Donc, ce sont quatre facteurs de résistance. Donc, euh, les premiers facteurs donc, sont les facteurs individuels. Ensuite, on va passer au collectif et l'agent, le choix de l'agent du changement et le changement lui-même. On arrive maintenant à étudier la matrice des comportements des acteurs face au changement. Nous avons déjà annoncé ce changement-là et les acteurs, chacun, il a pris sa position par rapport à ce changement-là. Donc, si euh, on va étudier leur comportement, selon l'axe de l'antagonisme, ça veut dire l'énergie que va développer l'acteur contre notre projet, et la synergie, ça veut dire
l'énergie que va développer l'acteur pour notre projet. Donc, on trouve ici euh, les personnes donc, qui vont essayer de chercher l'accord, qui sont les minimalistes et les résistants, et les personnes qui vont chercher à gagner, qui sont les opposants et les irréductibles. Et ici, sur l'axe de synergie, on va trouver les personnes qui ne vont pas prendre de l'initiative, à savoir les peu engagés et les intéressés. Et ensuite, on va trouver les personnes qui vont prendre l'initiative, donc qui vont entrer dans la sphère de coopération et d'engagement. Donc, euh, les différentes postures adoptées face à ce changement-là. Donc, on trouve les passifs, les grognons, les suiveurs, les hésitants. Il y a deux types d'hésitants. On va trouver les militants, les alliés au changement là, les personnes qui sont déchirées et les personnes révoltées et d'autres qui sont opposées à ce changement-là. Gardez bien en tête donc cette matrice-là. Donc, nous allons dans ce qui suit comprendre quels sont les passifs, comment peut-on savoir euh, est-ce que cet acteur ou cet employé il fait partie des passifs. Donc, premièrement, ils sont en majorité silencieux, ils ne sont pas impliqués et ils sont désintéressés par ce changement-là et ils font échouer le projet de changement par leur inertie. Donc, comme vous le voyez, donc, il y a quatre types de passifs que vous pouvez donc voir dans la matrice. Il y a quatre types et on va, comment peut-on euh, se comporter face à ces passifs-là, nous devons adopter une communication qui est positive et rassurante. Nous devons respecter les arguments. Nous devons être dans le fait de leur rassurer et éviter de vouloir convaincre à tout prix de passer en force. D'accord? Il ne faut pas forcer sur ces passifs pour appliquer le changement. On trouve aussi les hésitants. Les hésitants, donc ici, ils ont besoin de perspectives de victoire rapide pour soutenir le projet. En cas contraire, leur implication, elle va rester faible, euh, faible à moyenne. Ils sont les plus préalables aux alliés. Donc, on peut euh, transformer ces hésitants en alliés si ils voient les résultats. Donc ici, en tant que manager, vous pouvez valoriser les bénéfices obtenus de cette adhésion qui est partielle. On trouve aussi les militants qui ont une utilité pour le projet qui est faible, qui manque de crédibilité, d'accord, et qui ont mal géré et peuvent faire fuir les hésitants. Lorsqu'on ne va pas savoir comment gérer ces militants-là, ils vont se transformer en hésitants. Les alliés, ils ont une force d'attraction du projet qui est impliqué, créatif, constructif et qui sont le soutien pour l'agent de changement. Donc, pour ces alliés, vous pouvez donc leur faciliter les échanges d'expression, vous pouvez les informer, euh, les mettre informés par les derniers résultats, les nouveautés réalisées, etc. Vous pouvez aussi augmenter leur implication, leur former, leur responsabiliser en les écoutant et en écoutant donc leurs critiques. Les opposants, ils ont décidé de résister et ils ont mis fin du projet s'ils conquis donc les hésitants et les passifs. Donc, ces opposants, vous pouvez les écouter, les respecter et essayer donc ici de
les isoler pour qu'ils ne vont pas attirer d'autres opposants avec eux. Vous devez aussi garder l'œil sur leur comportement, etc. Vous devez aussi négocier parfois un pacte de neutralité. On trouve aussi donc comme acteurs de résistance les déchirés qui sont d'accord sur le fond, mais pas sur les formes. Donc, ils ont un rapport émotionnel fort avec l'entreprise. Ils sont d'accord. Ils sont prêts à se mettre à quatre pour l'avenir de cette entreprise-là, mais aussi à combattre jusqu'à la dérision sur un point qui est précis. Donc, pour ces déchirés, vous devez adopter une communication positive et rassurante. Concernant les révoltés, ils ont une raison profonde de combattre et ils ont parfois raison et ils n'adhèrent qu'avec le temps. Donc, pour cela, vous devez montrer le respect, du respect pour leurs convictions, faire parler les experts, mettre en contact avec les bénéficiaires de changements précédents. Donc aussi, pour les révoltés, vous devez leur comprendre et vous devez créer des relations entre ces révoltés et déjà les personnes qui ont déjà bénéficié de ce changement-là. D'accord? Ça, ce sont les différents comportements face au changement. Maintenant, on a déjà établi cette matrice dans notre entreprise. Maintenant, il faut apporter de la solution. Il faut vaincre cette résistance. Comment vous, en tant que manager leader, vous allez vaincre cette résistance et vous allez essayer de diminuer son intensité. Premièrement, vous devez apporter de la formation. Rappelez-vous, donc parmi les leviers de la conduite changement, on a parlé de la formation. Donc, en tant que manager, la formation va vous permettre d'atténuer beaucoup d'aspects de résistance du changement, puisque vous allez diffuser des contenus d'apprentissage, organiser des ateliers de formation qui vont porter sur le pourquoi du changement et quel est le sens de ce projet de transformation, comment il va s'opérer, quel est l'intérêt personnel de chacun à se lancer dans la transformation. À travers la formation, vous allez montrer que les compétences des collaborateurs qui craindront d'être dépassés par la situation, vous allez mettre en place de nouveaux rituels, créer de nouvelles zones de confort. On a déjà parlé de la zone de confort, puisque donc vous voulez apporter du changement, ça veut dire qu'il y a un changement d'une situation à une autre. Il y a un passage, il y a une transformation, d'accord? Ceci nécessite que mes employés et mes collaborateurs, ils vont sortir de leur zone de confort. Ils vont quitter euh, leurs compétences, leur activité habituelle. Donc, ils vont sortir d'une certaine routine, d'accord? Ils vont quitter leur pilotage automatique. Pour cela, vous devez donc leur former. Deuxièmement, vous devez donc demander du feedback. Montrer que le changement ne s'impose pas à eux, ce sont les acteurs. Il y a une chose que vous devez comprendre, lorsque vous allez imposer quelque chose à quelqu'un, il va mal prendre ce geste-là et il ne va pas adhérer et accepter facilement ce changement-là. Vous devez leur montrer que ce sont eux les acteurs, ce sont eux qui vont bénéficier de cette application de ce changement. Vous devez donc diffuser des sondages ou des enquêtes pour essayer de collecter donc ce qu'on appelle les feedbacks.
Ces feedbacks, ce sont quoi? Ce sont les résultats des enquêtes. Donc, après avoir diffusé ces enquêtes, vous devez partager et communiquer ces résultats parce que on a besoin de savoir comment, euh, comment les autres collaborateurs ou les autres peut-être dirigeants, ils voient et ils vivent ce changement-là. D'accord? Parce que c'est, on est dans une entreprise, on est dans une culture, on appartient à la même culture d'entreprise. Donc, on a besoin de voir comment les autres pensent et vivent et réagissent face à ce changement-là. Organiser des prises de parole en direct pour répondre aux éventuelles questions. Donc, euh, pour bénéficier de ce feedback, pour euh, avoir une maximisation d'adhésion à ce projet de changement, pour diminuer cette résistance-là, vous devez garder une communication dans les deux sens. Le fait que l'employé résistant, il trouve l'opportunité de poser à l'oral sa question en direct et que vous allez lui répondre sur cette question, va donc lui montrer et lui donner donc euh, une image claire sur euh, l'importance et l'utilité. Il va sentir ça à travers vos réponses et à travers votre interaction avec lui. Pardon. Demander donc aussi du feedback, c'est le fait de mettre en place les demandes faites directement ou indirectement par les équipes. Lors donc de la réalisation et l'application de ce changement, l'équipe, elle peut demander, par exemple, d'autres ressources, un peu plus de temps, une formation sur un point qui est essentiel, euh, donc selon eux. Donc ici, vous allez délimiter donc cette résistance à travers cette interaction avec eux. Troisième, euh, troisième donc, clé qui va vous permettre donc de diminuer cette résistance, c'est le fait de leur faire participer activement dans le processus de changement. Vous pouvez donc leur offrir la possibilité de donner leur avis, leurs suggestions sur la meilleure façon d'appliquer ce changement-là. Vous êtes en train de leur faire confiance. Si vous avez confiance dans leur opinion, si vous êtes en train de leur ouvrir la porte afin qu'ils participent avec vous dans ce processus de changement, ça veut dire que euh, vous êtes en train de leur donner confiance en eux. Ça veut dire indirectement qu'ils sont capables d'apporter ce changement-là, qu'ils sont capables de réussir, qu'ils sont capables d'apprendre et de passer d'une situation X à une situation Y qui est notamment plus meilleure. Vous êtes en train de leur donner confiance dans le changement lui-même. Les collaborateurs sont euh, d'excellents euh, sources d'idées. Parfois, euh, l'employé ou le collaborateur peut avoir des idées qui sont vraiment excellentes afin que vous apportez ce changement-là. Donc, à travers la participation, l'employé, il va se sentir embarqué par le changement. Il va s'embarquer à travers cette participation. Puisqu'il participe, donc il a un intérêt, donc il va s'impliquer, donc il va appliquer ce changement-là. D'autres façons pour contourner la résistance au changement. Premièrement, faire preuve de transparence.
à travers une communication claire et explicite sur le changement. Deuxièmement, donc, impliquer activement les collaborateurs, comme nous avons déjà expliqué. Adopter aussi un style de management participatif. Donc, c'est, euh, toutes ces informations sont en adéquation avec ce que nous avons déjà vu ensemble. Donner la parole aux collaborateurs. Donc, il y a un échange qui est rassurant, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute active, il y a donc de l'empathie, il y a de l'ouverture d'esprit, le fait de montrer quels sont les avantages du changement. En fait, on peut aussi utiliser le fait de faire preuve de patience et de compréhension. Euh, Vous devez savoir que la transition ou le passage d'un état à un autre euh, demande du temps pour que l'employé comprend les bénéfices, pour qu'il s'habitue à ces nouvelles méthodes, pour qu'il apprend. Et on a déjà dit que le changement, la base du changement, c'est la logique d'apprentissage. Donc, euh, on doit, comme étant manager, avoir patience et comprendre plus nos collaborateurs. N'oubliez pas donc la courbe de changement de, euh, de Kubler-Ross. Pour contourner la résistance aussi, nous devons adopter une communication qui est régulière sur l'avancée du projet de la conduite changement. Donc ici, une communication fluide, régulière, continue de cette avancée, de l'avancement du changement. On a parlé donc des quick wins. Ce sont des petits résultats obtenus suite à ces petits pas de changement. Donc, nous devons les communiquer, d'accord, pour diminuer et contourner la résistance. Pour contourner cette résistance, nous devons créer et partager une vision forte et transmettre aux équipes l'intérêt du projet, utiliser un discours clair, cohérent, convaincant. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est le fait de faire preuve d'exemplarité. Si moi, en tant qu'agent de changement, je euh, j'applique pas ces changements-là, dans mon comportement, dans la façon avec laquelle je suis en train de faire mes activités professionnelles quotidiennes, je ne vais pas stimuler, je ne vais pas donner de l'exemple, je ne vais pas inciter mes collaborateurs à s'appliquer et à s'engager dans ce processus de changement. Donc, faire preuve d'exemplarité est très important pour contourner la résistance au changement. Pour clôturer la partie concernant la résistance au changement, je vous ai donc fourni ce mind map, cette carte mentale, qui va vous résumer donc c'est quoi le changement, d'accord? Quelles sont les principaux causes du changement? On trouve les variables individuelles, collectives, et on trouve comment faire face à la résistance. Il y a plusieurs solutions donc fournies et les différentes manifestations de la résistance au changement, quelles sont les conséquences. Et on peut avoir des conséquences comme l'échec du changement ou la diminution de la productivité. On peut donc parler de l'augmentation des émotions et des sentiments de stress, d'épuisement, de dépression et de plus la période du changement elle va augmenter, plus donc il y aura une diminution peut-être du niveau d'engagement. D'accord? On passe maintenant à l'étude du rôle du manager dans le changement. Le rôle, le rôle du manager, donc selon Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui sont le plus aptes au changement. Donc ici, le fait de garder euh,
sa place au sein d'une entreprise ou lorsqu'on parle d'entreprise généralement, si l'entreprise, elle veut garder sa pérennité sur le marché, elle doit, euh, elle doit avoir des compétences et des aptitudes pour adopter des changements, d'accord? Pour garder cette position-là, pour garder sa place sur le marché. Le changement voulu ou subi fait partie de la vie et donc de la vie de l'entreprise. Le changement de nature diverse et d'intensité variable, il entraîne des émotions et des résistances à gérer. Donc la résistance ici, elle va varier selon l'intensité et la nature du changement. Ceci nous amène à comprendre leur rôle. Comment vous, en tant que manager, vous allez, euh, vous allez gérer ce changement-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous devez montrer l'exemple et vous devez avoir, comment dirais-je, euh, une base d'alliés, d'accord, que vous allez l'utiliser pour pousser les autres à s'engager dans ce changement-là. Lorsqu'on parle d'exemplarité, selon la neuroscience, le fait d'adopter des nouveaux comportements se fait par imitation de son entourage. Si vous, en tant que manager, vous allez appliquer au quotidien, donc vous allez adopter réellement, donc il y a ce qu'on appelle l'adoption par les pensées, et aussi par ces pensées doivent se concrétiser par votre comportement professionnel au quotidien. D'accord? Si vous, vous donnez l'exemple et vous appliquez ces changements au quotidien, vous allez créer dans les esprits, vous allez attirer vos collaborateurs afin qu'ils vous imitent et qu'il adopte aussi euh, vos comportements, donc vos nouveaux comportements. D'accord? Le fait d'incarner le changement, donc souhaité dans les équipes. Vous devez savoir comment vous allez amener votre équipe à adopter, à s'engager dans ce changement-là. Et pour cela, vous pouvez donc vous appuyer sur ce qu'on appelle les ambassadeurs du changement. Ce sont des personnes qui ont une position influençante, qui ont une position centrale au sein de l'entreprise et que vous pouvez bénéficier de leur position, de leur forte crédibilité, euh, de, euh, de la confiance que les collaborateurs leur fassent et donc, vous pouvez euh, les engager et vous pouvez utiliser leur position comme support pour engager et donner l'exemple pour appliquer ces nouveaux comportements. Deuxièmement, vous devez, en tant que manager, visualiser les étapes, faciliter le passage à l'action. Donc, partager la vision et le résultat final souhaité pour favoriser un changement. Donc, en tant que manager, en tant que leader de ce changement-là, vous devez partager cette vision. Vous devez partager le résultat de ce changement-là. Pourquoi on doit, en tant que collaborateur, vous suivre? Quel est l'objectif final de ce changement? Pourquoi on change? Pourquoi on va sortir de notre zone de confort? Pourquoi on va adopter ce nouveau changement? Vous devez visualiser ça. Vous devez leur faire comprendre. Vous devez partager cette vision de changement. Lorsque le changement il est amorcé, donc partager avec les collaborateurs les petits
succès, pour les rassurer. Lorsque vous devez comprendre, lorsqu'on est dans un processus euh, de changement, c'est comme si nous sommes en train de conduire une voiture dans une route. À chaque position, nous allons collecter des petites réussites, d'accord? À chaque étape, à chaque station, disons, nous allons gagner quelque chose. Vous devez, qu'est-ce que vous devez faire comme étant manager? Vous devez euh, communiquer ceci, ces résultats, ces quick wins pour vos collaborateurs. Pourquoi? Pour les rassurer que nous sommes dans la bonne direction, que nous sommes en train de collecter petit à petit les bénéfices de ce changement-là. Dans cette étape-là euh, et euh, dans cette situation, vous devez comprendre quelque chose, que c'est que le cerveau, il est tenté de revenir aux anciennes habitudes. Donc, à force qu'on est en train d'avancer, il y a ces anciennes habitudes, c'est une sorte d'aimant, ces anciennes habitudes qui sont en train d'attirer nos collaborateurs pour revenir en arrière et réutiliser donc les anciennes habitudes. Pour cela, le manager, il doit chercher à rendre plus facile les nouvelles habitudes et l'investissement à rendre plus contraignant les anciennes. Donc, ici, en tant que manager, vous devez euh, inverser les pôles d'attraction. Donc, vous devez augmenter l'attraction des nouvelles habitudes et diminuer l'effet de l'attraction des anciennes habitudes. D'accord? Ensuite, le manager, il doit aussi écouter au lieu de convaincre. Le feedback et la communication descendante visent à convaincre les collaborateurs de la nécessité de changer. À adopter une écoute de qualité, ça veut dire une écoute empathique, attentive, sans jugement. Pour cela, vous allez, par ce comportement de communication dans les deux sens, vous allez diminuer l'anxiété, augmenter la tolérance et ceci va apporter de nouvelles compétences et de nouvelles forces pour, euh, pour vos collaborateurs. Donc, vous devez comprendre qu'un collaborateur écouté sera plus modéré et plus apte à coopérer dans son travail. Chaque collaborateur, il doit trouver une personne qui est en train de l'écouter, d'écouter ses petites réalisations, écouter ses obstacles qui sont déjà qu'il a déjà rencontré et de trouver une personne qui est en train de l'écouter, ça va lui euh, rassurer plus et lui donner un climat de travail qui est plus favorisant à l'engagement dans le processus de changement. Pour cela, le manager, il peut utiliser la grille de RACI. Donc, c'est une grille qui permet d'établir le qui fait quoi dans le projet de changement en termes de responsabilité et de participation. Donc, vous trouvez ici les différentes activités et cette grille-là, on a toutes les activités et nous devons avoir tous les métiers référents à ces activités. Et donc, nous allons partager ici les responsabilités. Donc, premièrement, on va attribuer la responsabilité de cette activité ou de cette tâche à une personne. Donc, on va mettre la lettre R comme responsable
pour l'activité, par exemple, numéro 2. Et pour chaque activité, on doit trouver le mot RACI. Donc, on doit trouver un responsable, on doit trouver une personne qui va approuver la réalisation de cette tâche, on doit trouver qui on peut consulter lors de la réalisation de cette activité et euh, quelle est la personne que nous devons informer de n'importe quel changement ou de la situation de cette activité. Donc ici, l'important c'est que en tant que manager, vous sachiez qui va faire quoi. Pour chaque activité, vous devez trouver donc ces quatre personnes pour pour que vous puissiez maîtriser donc l'activité de changement. On arrive maintenant pour étudier les types de changements. On trouve trois types de changements selon donc ce premier diapo. On trouve des changements qui sont incrémentaux. Ça veut dire qui consiste à faire évoluer pour rendre meilleur. Le nouvel état à atteindre, il est connu. Donc ici, le passage de l'état 1 à l'état 2, l'état 2, on le connaît déjà. Donc, il s'agit d'une amélioration d'une situation existante. Son rythme de mise en place est progressif, son mode de gestion est imposé et il a une planification qui est ponctuelle. Le deuxième type de changement, c'est le changement transitionnel. Il s'agit des évolutions qui vont amener toute l'entreprise ou un service à changer en passant d'un état présent bien connu à une situation future connue pour l'essentiel. Le qualificatif transitionnel fait référence à ce changement d'état imposé d'une étendue variable et d'une profondeur souvent qui est forte. Son rythme peut être rapide et sa planification, elle est globale. Donc ici, euh, le rythme va être rapide et la planification, elle sera générale. Donc, on va pas mettre des détails. Donc, les détails means des précisions transformationnelles qui vont bouleverser totalement une organisation sans connaître l'état à atteindre au démarrage du processus du changement. Donc ici, d'un seul coup, on va appliquer un changement et sans avoir réellement la vision. Qu'est-ce qu'on doit atteindre à la fin? L'organisation ici doit se réinventer sous ces différents aspects pour faire face à ces enjeux en procédant de manière non linéaire par essai, par des erreurs, par un processus d'apprentissage en basant sur une vision d'état futur. Par exemple, on trouve la digitalisation des organisations est un changement transformationnel car son résultat n'est pas connu à l'avance. D'accord? On trouve aussi d'autres façons euh, de, euh, de classification des types de changements. Dans cette matrice, on va classer les changements selon deux facteurs. Le premier facteur, c'est le premier axe, ça sera l'ampleur du changement. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un ralignement ou de transformation? Ça veut dire on va répondre, est-ce qu'il est possible de maintenir le corpus et l'identitaire actuel? Ça veut dire, est-ce qu'on va maintenir les mêmes croyances, les mêmes routines, les mêmes comportements? Le deuxième axe, nous allons donc comprendre la nature de ce changement. Donc, est-ce qu'il est progressif ou rapide? On va répondre à la question, le changement peut-il s'opérer de manière incrémentale et est-ce que nous avons le temps pour appliquer ce changement? Donc, on va commencer ensemble par le premier, euh,
Donc, le premier type de changement, c'est qu'il s'agit d'une révolution qui demande, qui passe donc d'un jour à 3 mois et qui implique une transformation qui est rapide et radicale du paradigme si l'entreprise est incapable de répondre aux pressions environnementales concurrentielles. Il peut donc déboucher sur des risques aigus qui menacent sa survie. Donc ici, l'ampleur du changement, on va appliquer des transformations radicales qui sont profondes et dans un temps qui est rapide. Ensuite, on passe au changement donc, qui consiste à faire une reconstruction qui passe donc d'un mois à 10 mois, qui est rapide et qui peut provoquer des bouleversements dans l'entreprise, mais sans modifier son paradigme. Donc ici, il s'agit uniquement de faire un ralignement et dans un temps qui est rapide. Ces deux changements, il n'y a pas donc un changement plus profond sans modification du paradigme dans ces deux-là. On passe à étudier donc le changement qui concerne l'adaptation. Donc ici, euh, on va obtenir de manière incrémentale sans modifier le paradigme. C'est un changement stratégique le plus courant et le plus simple à piloter. Donc, il demande de 6 à 18 mois. On passe au changement qui concerne une évolution, nécessite un changement de paradigme de manière progressive qui peut être planifié pour les entreprises apprenantes capitales de se régénérer en permanence grâce aux expériences et aux compétences des salariés. Culture du partage des connaissances. Donc ici, ça va demander de 12 mois à 36 mois. Donc c'est une période de temps qui est euh, longue et qu'il s'agit de faire une transformation du paradigme qui est progressive. D'accord? La deuxième façon avec laquelle donc on peut classer les changements, selon deux axes, l'axe donc de l'intentionnalité, est-ce que ce changement il est volontaire ou il est imposé? Et l'axe de temps, donc est-ce que c'est un changement progressif ou un changement qui est brutal? Donc pour cela, on trouve un changement donc qui est dirigé, qui est imposé par l'état d'urgence. L'impulsion elle est donnée par la direction de manière injonctive, sans négociation possible. Il est rapide, il privilégie l'action à la discussion. Donc, dans ce changement dirigé, on doit appliquer le changement. euh, il n'y aura pas une possibilité pour changer, pour négocier, pardon. Il y a pas, on n'a pas le temps pour discuter, d'accord? Il s'agit d'un état d'urgence. On passe euh, au niveau du changement proposé. Il est proposé donc par la direction en termes de résultats attendus et du planning à respecter. Les acteurs sont libres d'en définir les modalités pour déployer et réaliser le changement. Donc aussi, ici, donc, lorsque le changement il est proposé, on a ici euh, le, le- le critère de volonté. Il y a une volonté pour changer. Puisqu'il y a une volonté pour changer, les acteurs ils sont libres de définir comment ils vont appliquer, comment ils vont réaliser ce changement-là. Donc, c'est la direction générale, elle va proposer un changement et elle va laisser la liberté pour ces acteurs pour appliquer ce changement et trouver
les meilleures méthodes pour s'engager et réaliser ce changement. Il y a un changement qui est qualifié de continu, donc qui émerge dans l'organisation de manière non organisée auprès ou après une prise de conscience liée à un événement interne ou externe. Donc ici, au cours de notre activité professionnelle, il y a certains événements qui peuvent euh, nous apporter de la veille, qui nous donne, euh, qui attire notre attention sur le fait que nous devons apporter des changements à n'importe quelle activité, d'accord? Donc, c'est notre routine qui va nous mettre l'accent sur, sur le fait d'adopter un changement. L'intérêt donc ici pour un projet, c'est de garantir l'envie d'engager des actions en vue de faire bouger les choses. Donc ici, on doit garantir cette continuité, cette adhésion donc, dans le temps. Donc c'est pour cela euh, qu'on est dans la partie progressive et volontaire. Les acteurs n'ont pas d'idée très précise des méthodes, des échéances et des ressources à mobiliser. On trouve aussi le changement qui est organisé, où on doit accompagner les acteurs qui, qui trouveront donc par eux-mêmes les objectifs par lesquels se réalise une dynamique de changement. Ces acteurs se verront donc proposer des démarches globales et des échéances claires. Donc ici, il y a le changement, il est imposé, d'accord? Et nous devons accompagner nos acteurs, nos collaborateurs, afin qu'ils trouvent eux-mêmes les objectifs, afin qu'ils appliquent ces petits changements, ces petites transformations. Ils vont comprendre l'objectif final de ce changement-là. Donc ça, c'est la matrice proposée par Autizier. On arrive à l'étude maintenant du management du changement et de l'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, ça veut dire que selon cette caricature, on a un défi. Le défi de la conduite changement, c'est que le fait de changer la façon avec laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, voilà donc la personne qui va euh, initier ou donner la solution ou, euh, comment dirais-je, qui va présenter l'idée du changement, d'accord? Et voilà donc les employés qui vont lui dire non, non merci. Donc, nous sommes trop occupés. D'accord? On peut pas s'arrêter pour changer la roue. Donc, et le résultat, après donc le fait euh, après que les employés vont accepter de changer, de s'arrêter un tout petit peu et de changer les roues, donc, la personne qui a engagé ce changement-là va collecter des résultats et il va écouter ces mêmes employés qui vont lui dire donc ça va beaucoup mieux avec donc cette innovation, ce changement-là. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va dire? On aurait dû le faire il y a longtemps. D'accord? Vous voyez que le changement dans le comportement, le changement dans l'acceptation du fait que en innovant, ça veut dire qu'on va passer d'une situation X qui est devenue obsolète à une situation qui est beaucoup plus meilleure
et beaucoup plus donc à l'aise dans notre activité quotidienne. Vous devez donc savoir que il y a une différence entre créativité, invention et innovation. La créativité, c'est quoi? C'est le fait de chercher des idées nouvelles dans un contexte donné et limité par des lois, des coûts, des valeurs et l'éthique. L'invention, l'invention peut être en procédé, en produit, service qui n'existait pas et qui est modélisé par un prototype ou testé. Alors que l'innovation, c'est la mise en place concrète des idées, des inventions, des améliorations dans le monde réel et qui aura peut-être un effet sur les pratiques, les habitudes et cultures. Lorsqu'on va innover, nous allons concrétiser, nous allons mettre en œuvre sur terrain les améliorations, d'accord? Nous allons apporter des changements pour les pratiques et même pour la culture. Alors, lorsqu'on parle d'innovation dans notre entreprise, premièrement, on peut parler donc de l'innovation suite aux besoins des clients, suite à l'innovation suite donc à le fait de pouvoir réaliser cette innovation en technologie et la rentabilité du concept sur le marché. Donc, lorsqu'on va innover, cette innovation, elle peut émerger donc de n'importe quelle intersection, que ce soit entre deux cercles ou entre ces trois cercles-là. Une chose qui est importante, le fait d'innover, cette innovation, elle doit euh, être mise en œuvre dans la stratégie. Donc, lorsqu'on va fixer nos stratégies, donc ici on parle du management stratégique, nous devons prendre en compte et nous devons euh, consacrer une partie à l'innovation. D'accord? On arrive maintenant à l'étude de quelque chose qui est très intéressant au niveau de l'intelligence, au niveau de l'innovation. C'est que en entreprise, on parle de principe de l'innovation intelligente, qui est quoi? Qui est une représentation des facteurs symbolisés par les engrenages qui viennent influencer la vitesse du processus de l'innovation. Parce que changement et innovation peuvent nous engendrer des coûts. Et pour cela, il faut que cette innovation, elle soit intelligente. Donc, ici, nous devons penser à quoi? À ces petits engrenages. Premièrement, le management de l'intelligence collective, la gestion des connaissances, la technologie de l'information et de communication et le changement et la diffusion de ce changement-là. Donc ici, en innovant, nous devons garder l'œil sur ces quatre facteurs pour, euh, pour, pour, que, pour éviter d'avoir un blocage dans la réalisation de cette innovation ou dans ce changement-là. Donc ici, cette roue, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte premièrement, une exploration des concepts, la faisabilité, une étude de faisabilité et d'évaluation, le projet de développement, le marché, les gestions d'opportunités et la génération des idées. Donc ici, euh, ceci va nous référer à l'étude comment dirais-je, du processus du management, d'accord? Il y a toujours une liaison avec cette roue d'innovation intelligente, avec le processus de management, donc l'exploration, la faisabilité,
le marché, l'étude d'opportunités, la génération d'idées. Ici, donc, ce changement, il va donc être entouré par une volonté stratégique de, et de réponse vis-à-vis des modifications de l'environnement de l'entreprise. Donc, ici, c'est important pour réussir le processus d'innovation ou de changement de veiller à ce que ces quatre facteurs, ils sont donc sur la même longueur d'onde et cette roue d'innovation c'est une roue qui va nous permettre d'avancer au niveau que ce soit individuel, personnel de mes collaborateurs et aussi ça va permettre à mon entreprise d'avancer au niveau du marché et au niveau donc d'avantages compétitifs par rapport à mes concurrents. On arrive maintenant pour étudier la communication et son importance dans la conduite de changement. Son rôle, c'est quoi la communication? Elle peut donc nous répondre aux problématiques suivantes. Premièrement, comment je vais transmettre le bien fondé de ce changement-là? Comment je vais préserver le soutien de l'ensemble de mes collaborateurs? Comment je vais mobiliser l'équipe? Comment je vais obtenir les résultats visibles? Comment je vais anticiper les risques sociaux. Selon donc Eisenhardt, la communication pour instaurer une culture d'ouverture des salariés au changement, je dois adopter ces activités dont la communication. Premièrement, le fait d'informer sur le changement. En communiquant, je vais informer sur le changement. Deuxièmement, je vais partager les idées et le sens du changement. Je vais mobiliser l'intelligence collective pour mener des réflexions sur la mise en œuvre du changement. Je vais susciter des idées nouvelles pour une meilleure adéquation des intérêts individuels et organisationnels. Je vais essayer d'influencer mutuellement pour prévenir les causes de résistance et les minimiser. Donc, c'est le contenu de la communication. Il doit informer et partager sur l'utilité, les idées de changement. Cette communication doit garder une mobilisation, que ce soit individuelle ou collective, et c'est une communication qui doit laisser un environnement et la possibilité pour que mes collaborateurs, ils vont innover et créer de nouvelles idées. D'accord? Comme ça, ils seront plus impliqués et ils vont plus adhérer à ce processus. Ma communication en tant que manager leader pour ce changement-là, elle doit influencer mutuellement parce que euh, plus votre communication elle sera influençante, plus le niveau de résistance il va diminuer. La communication, rappelez-vous donc la roue et le modèle opérationnel de conduite de changement, ce plan de communication, il fait partie intégrante dans la conduite de changement. Donc ça existe. La communication, comment on peut la qualifier? Elle doit être régulière et contenue tout au long du processus de changement. On ne doit pas avoir des communications qui sont interrompues, des communications qui sont irrégulières. Donc, pour favoriser, pour garder le cap de changement, il faut avoir une communication régulière et continue. Ceci donc nous amène à étudier communication et résistance au changement. Face à cette résistance, il y a 4 types
de communication. On va commencer lorsque nous avons une faible résistance. Nous devons adopter une communication gratifiante. Nous devons montrer le chemin parcouru, créer des signes de reconnaissance et avoir un comportement proactif. On passe, lorsque la résistance elle est modérée, on va adopter une communication qui est sécurisante. Ça veut dire qu'on va expliquer le processus, plus on va faire une lutte contre les peurs. Donc, nous devons avoir un comportement qui est actif. Et lorsqu'on parle de résistance, lorsqu'elle est forte, on doit adopter une communication explicative. Donc, nous devons expliquer le comment pour diminuer les résistances et avoir un comportement qui est opposant. Donc, ici, il y a un effet de blocage. On va bloquer, lorsque la résistance elle est forte, le changement il sera bloqué. D'accord? Et lorsqu'on parle de résistance très forte, on doit adopter une communication qui est mobilisante, qui est mobilisatrice, donc qui explique le pourquoi du changement et qui vise à lutter contre l'incertitude. Donc, on parle ici d'un comportement qui est passif. Et l'effet de cette résistance, c'est un effet destructeur. D'accord? Donc ici, en tant que manager, vous devez avoir la capacité de savoir comment vous allez planifier ce changement-là, comment vous allez détecter les résistances. Vous devez donc euh, mettre ce qu'on appelle un baromètre de cette résistance. Est-ce qu'il s'agit de faible ou de modérée, de forte ou de très forte résistance pour avoir une communication qui est adéquate à cette résistance-là, pour pouvoir la vaincre. D'accord? Lorsqu'on parle de communication et conduite de changement, la conduite de changement, elle est constituée de trois principaux étapes. La première étape, c'est l'étape de préparation. C'est l'élaboration de la stratégie de changement. Donc, on est en train de développer la vision, les attentes et les impacts de ce changement. Nous allons analyser les risques de ne pas changer, avoir précisé donc la cartographie des acteurs, définir le plan de changement et définir aussi donc les indicateurs de performance. Lors de cette première étape de conduite de changement, nous devons donc communiquer par quoi? Pour développer, nous devons donc développer une stratégie de communication. Nous allons donc parler des objectifs, quels sont les messages préparés, quels sont les messages clés et quels sont les acteurs. Parce que ici, entre objectif, message et auteur, il y a ce qu'on appelle de la compatibilité. D'accord? Deuxièmement, on doit communiquer et détailler notre plan de communication. Donc, nous devons préparer notre planning. Quels sont les médias que nous allons utiliser pour passer ce message-là et quel est le processus pour réaliser ce plan de communication. Lorsqu'on passe à la deuxième et la troisième étape, deuxième étape, c'est le fait de piloter le changement, c'est le fait de mettre en œuvre et piloter les leviers de changement, c'est le fait de communiquer, mobiliser, former, organiser, accompagner. La troisième étape, c'est le fait de faire de l'ancrage. Donc, on parle ici le fait de pérenniser le changement, transférer les connaissances et compétences, maintenir les nouveaux connaissances. Donc, ici, on est en train de se rendre compte, de piloter et d'améliorer. Donc, ici, au niveau de la communication, nous devons mettre en œuvre et piloter les actions de communication. Quelle progression, quelle est l'image du projet et quelles actions de communication additionnelles sont-ils nécessaires. Donc ici, il y a à chaque étape de conduite de changement, il y a donc euh, des questions ou des préparations au niveau de
communication. N'oubliez pas que la communication, c'est un levier donc, de conduite de changement. Les objectifs des actions de communication sont quoi? Premièrement, le fait de faire adhérer. Donc ici, augmenter l'engagement des collaborateurs, présenter la vision, présenter l'intérêt du changement pour l'entreprise. Le deuxième objectif de la communication, c'est le fait de mobiliser, expliquer les bénéfices et motiver les acteurs. Votre communication doit aussi permettre d'accompagner. Ceci va augmenter vos relations de confiance. Vous allez adopter une écoute active. Vous allez collecter les opinions, mesurer les performances des actions de communication, remercier les contributeurs des acteurs, remercier donc la contribution des acteurs. Et enfin, l'objectif, c'est d'informer, maintenir le lien, euh, maintenir donc le lien, partager l'avancement du projet de changement. Donc ici, les résultats. Donc, les objectifs de la communication donc, sont en adéquation avec les objectifs de la conduite changement. Donc, faire adhérer, mobiliser, accompagner et informer. Les principes clés des actions de communication sont le fait de délivrer un message cohérent et crédible. Donc ici, votre message, il doit être clair, on doit, et qui doit convaincre donc, vos collaborateurs. Vous devez aussi, par votre communication, vous devez savoir choisir le bon moment de communiquer. Donc, vous allez ici doser fréquence et contenu et vous devez aussi adapter vos canaux de communication à vos messages. D'accord? Le troisième principe clé des actions de communication, c'est le fait de s'adapter aux acteurs. Ça veut dire que on ne va pas communiquer de la même façon avec des ouvriers et qu'avec, donc, par exemple, des techniciens ou des ingénieurs. S'appuyer sur les relais de l'organisation. Vous pouvez utiliser les personnes que vous sentez qu'ils ont disons, une popularité au sein de l'entreprise, qu'ils ont une crédibilité pour animer, encourager les feedbacks et innover. Le document, donc, vous devez préparer un document de communication. Donc, ce document, il doit avoir une présentation claire et qui contient les éléments suivants. Donc, ce document de communication sur le changement, il doit identifier le projet, désignation, quel est le responsable, le slogan, la durée dans le temps. Vous devez donc justifier la nécessité d'appliquer ce changement, d'accord? Vous devez aussi inscrire quels sont les bénéfices attendus, les transformations et les impacts de ce changement et communiquer votre planning de ce projet en termes d'organisation, des étapes, des acteurs qui fait quoi. Donc ici, vous avez la grille RACI et donc mettre les dates et les échéances. Quel est maintenant le kit de communication du manager? On a dit que le manager peut faire face dans un processus de changement à de la résistance. Donc, on trouve ici notre employé qui peut donc dire que c'est impossible, on ne peut pas appliquer ce changement-là. Alors, la réponse de ce manager de changement, d'accord, peut être formulée en fait de donner des exemples de réussite proches du contexte de réalisation du changement. On peut donc, cet employé peut dire que personne nous écoute
D'accord? Pour cela, donc, le manager de ce changement, il peut prévoir des temps d'écoute de feedback. Et ici, l'employé donc peut manifester donc une opposition lorsqu'il ne va pas donc comprendre qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Donc ici, le manager, il doit définir les modalités concrètes de participation. Donc ici, il doit, en tant que manager de ce changement, en tant que leader de ce changement, vous devez trouver et avoir un kit de communication qui contient des arguments et des outils pour débloquer euh, la possibilité pour débloquer, soi-disant, la résistance et éviter que les employés aient des comportements ou des idées bloquant le passage d'une étape à autre de ce processus de changement. Donc, en conclusion, lorsqu'on parle de changement, le changement, il va permettre à l'entreprise d'être plus productive, de passer donc à un stade euh, A à un stade B plus performant. Le changement, donc, il est complexe puisqu'il y a plusieurs variables pour les prendre, euh, que nous devons prendre euh, en conscience et que nous devons donc veiller à ce que ces variables vont se joindre pour euh, favoriser le changement. Et le changement, il va nécessiter de libérer la créativité des collaborateurs et de les accompagner. Pour garantir cette réussite, il faut garder des allers et des retours entre conception d'action et observation des résultats et comportements sur le terrain. Et l'échec n'est pas uniquement pour cause de résistance, mais pour cause aussi le manque de dynamisme et de supporters. Donc la résistance, ce n'est pas elle-même, ce n'est pas, pardon, elle uniquement qui va bloquer le processus de changement, mais aussi le fait de garder ce dynamisme et de garder plus de supporters, plus d'alliés, plus de personnes qui sont engagées et motivées pour ce changement-là. Donc, vous trouvez ici donc un petit, donc une carte mentale qui va vous énoncer donc et qui va essayer de résumer tout ce que nous avons vu ensemble concernant le management de la conduite changement. Donc, vous trouvez donc le fait d'obtenir de l'adhésion, c'est essentiel. Être un psy, donc, et savoir communiquer, coordonner les équipes et savoir gérer dans le temps. Euh, Avant de clôturer cette séance, j'espère que vous avez compris la nécessité du changement. Qu'est-ce que c'est que le changement? Comment, en tant qu'employé ou cadre, je vais appliquer ou accepter ou adhérer dans cet engagement, dans ce changement, quels sont les objectifs, les leviers que je peux utiliser pour encourager et euh, encourager, mobiliser et euh, permettre de pérenniser donc ce changement-là. Et c'est que si on ne change pas, on ne va pas garder notre place, mais au contraire, on peut risquer cette place-là. Donc, il est dans nos intérêts, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'employé dans l'entreprise, de s'engager dans cette conduite de changement parce que si on ne change pas, il y a d'autres personnes qui vont adopter ce changement-là, qui vont prendre un pas en avant sur nous. Donc, le changement, c'est le fait
de donner une revue à notre présence, à notre... euh, c'est le fait de nous donner une autre opportunité. C'est euh, c'est une, comment dirais-je, euh, c'est le fait de donner vie, c'est le fait de nous donner une chance, une opportunité d'aller à l'avant. D'accord? J'espère que vous avez bien assimilé donc ces différentes informations et je vous retrouve dans la séance de panel de discussion. Merci à vous et à la prochaine.